Dans le sombre château, un homme seul se tenait, empli de désir. Même après toutes les âmes qu'il a volées et toutes les vies qui ont été perdues, il n'a aucun regret. Debout devant un immense cercle magique, le mage noir était prêt à devenir un monstre juste pour la retrouver. Karma. Plus on accumule de bonnes actions, plus de bonnes choses nous reviennent, y compris l'argent, la gloire, et même l'amour. Keo a choisi de vivre uniquement dans la vertu et s'attendait à recevoir la bonne fortune en retour. Maintenant, il ne peut que se demander où il s'est trompé. Peu importe ses efforts, ses bonnes intentions retournent toujours leur croc contre lui. Le jeune homme venait d'avoir 25 ans et avait consacré sa vie à ne faire que de bonnes choses. Enfant, il a un jour grimpé à un grand arbre pour récupérer un ballon de football pour d'autres enfants. Après avoir grimpé tout en haut avec un grand sourire, il a réussi à l'attraper et à le relancer à ceux qui attendaient en bas. Il le remercie brièvement après l'avoir attrapé et se détourne pour reprendre leur jeu. L'échelle de l'arbre est renversée, mais il s'en fiche et ignore les pleurs du garçon qui les a aidés. Se sentant désespéré et sans autre choix, il décide de sauter de tout en haut. Bien qu'il atterrisse de manière impressionnante, la force de l'impact lui blesse la cheville. C'était si injuste, surtout qu'il essayait seulement de faire quelque chose de bien. Comme pour lui donner raison, le ballon de tout à l'heure le frappe au visage. Il a toujours essayé de faire ce qui était juste pour ceux qui l'entouraient. Un jour à l'école, il a vu un ruban qui traînait au milieu des couloirs. Pensant que quelqu'un l'avait fait tomber, il l'a ramassé avec l'intention de le porter aux objets trouvés. Avant qu'il ne puisse le faire, une voix sèche l'a interpellé. C'était un groupe de garçons costauds, l'accusant d'avoir pris le ruban dans les toilettes des filles. L'idée même était ridicule, mais il ne pouvait pas se défendre car quelques filles à proximité le traitaient déjà de voyeur. Avec des visages dégoûtés et moqueurs, ils le qualifient tous de pervers. Il essaie de corriger le malentendu plusieurs fois. Cependant, l'un des garçons avait déjà posé la main sur lui, disant qu'il détestait ce genre de personnes. À son instigation, tout le monde s'est mis à piétiner le corps sans défense de Kyo. Même en grandissant un peu, la situation n'a pas changé. Chaque fois qu'il essayait de faire quelque chose de bien, il finissait toujours par souffrir sans raison. Un mendiant lui a un jour tendu la main pour lui demander de la monnaie, alors il a fouillé ses poches pour trouver quelque chose à donner. Il ne lui restait presque rien et n'allait probablement pas finir le mois avec ce qu'il avait. S'excusant, il tendit quelques pièces au pauvre homme qui, à sa grande surprise, le méprisa pour avoir donné si peu. Alors qu'il essayait de comprendre ce qu'il venait d'entendre, une fiente d'oiseau lui tomba soudain sur la tête. Le mendiant a dit que c'était bien fait pour lui, pour être une telle ordure. Tout cela était trop absurde, comme si le monde entier s'était retourné contre lui. Mais il y avait une chose dont il était sûr, c'est qu'il n'abandonnerait jamais. Compte tenu de tout ce qui s'était passé, la chance devrait bien finir par être de son côté un jour. Alors qu'il attendait au passage piéton, une vieille dame l'a appelé pour lui demander s'il pouvait l'aider à traverser la rue. Le jeune homme propose volontiers de porter ses sacs et lui permet de s'appuyer sur lui en marchant. Il traverse en un rien de temps, mais son expression changea soudainement alors qu'il lui souhaitait une bonne journée. Elle s'est mise à crier à l'aide de nulle part, l'accusant de l'avoir attaqué. Comme auparavant, ses tentatives pour clarifier les choses échouèrent face aux accusations bruyantes, et les gens ont immédiatement supposé qu'il était vraiment une personne horrible. Tout ce qu'il a fait, c'est l'aider à traverser la rue. Il n'avait rien fait de mal, mais Keo n'a eu d'autre choix que de s'enfuir pour se sauver. S'échappant de justesse, il a réalisé que ce devait être une malédiction, mais n'avait aucune idée de pourquoi cela arrivait. Juste à ce moment-là, un pot de fleurs est tombé d'Eno sur l'homme qui n'avait jamais eu une seule pensée malveillante de sa vie. La céramique s'est brisée en même temps que son crâne, et il était au sol, tremblant sans comprendre ce qui s'était passé. Son corps entier lui faisait mal. Alors qu'il espérait de l'aide, la vieille dame d'avant est apparue, disant qu'elle l'avait trouvé. Alors qu'il criait à l'aide, elle a levé sa canne au-dessus de son corps sans défense. Elle l'abat et lui assène un coup douloureux, mais ça ne s'arrête pas là. Face à ses mains tremblantes, la femme a continué de frapper de toutes ses forces, donnant la mort à un jeune homme innocent qui voulait juste aider les autres. Les yeux de Kyo s'ouvrirent soudainement, et il se redressa d'un bond, se demandant s'il était mort. Une porte brillante et glorieuse apparut devant lui. Avec elle vint un ange divin qui l'accueillit avec un sourire bienveillant. Lui tendant la main, il se présenta comme étant Gabriel. Il est venu pour montrer au garçon sa prochaine destination. À sa grande surprise, la prochaine destination est l'enfer. Incrédule, il frappa furieusement du poing le sol, disant qu'il n'avait fait que passer sa vie à bien se comporter. En entendant cela, l'ange réfléchit un instant et confirma que ses paroles étaient vraies. Comme les chiffres ne correspondaient pas, il a enquêté et a invoqué la balance pour vérifier ce qui aurait pu se passer. Le côté avec les flammes rouges s'est affaissé sous un poids incroyable. Comme prévu, il y avait un défaut de conception, il a vécu une vie avec un karma complètement inversé. Chaque créature vivante possède une énergie karmique. Normalement, plus on accomplit de bonnes actions, plus le bien a de chances de nous revenir. C'est exactement l'opposé dans son cas, et sa gentillesse a plutôt généré un karma négatif. Comme il a fait une quantité massive de bien, son karma est dans le pire état possible, pire encore que celui de n'importe quel criminel odieux.
Il n'arrivait pas à y croire. Malgré tout ce qu'il a fait, il va finir par recevoir le châtiment ultime. Gabriel confirme qu'il était en effet destiné à souffrir une agonie éternelle en enfer. Heureusement, c'est un ange qui n'abandonne jamais ceux qui sont sous sa protection. Pour trouver une solution immédiatement, il a claqué des doigts et a invoqué des images des différents mondes de l'univers. La Terre était juste devant eux, mais il ne peut malheureusement pas renvoyer le garçon dans son monde d'origine où la magie n'existe pas. La seule option est de l'envoyer ailleurs, au moins dans un monde où quelqu'un de semblable à lui existe. Ouvrant un portail vers un immense château, l'être divin suggère d'y aller. C'est un lieu où la magie multidimensionnelle existe, et le mage à l'intérieur vient d'essayer un sort interdit, le laissant avec un corps dépourvu d'âme. Kyo prendra sa place et vivra sa vie. Bien que ce ne soit pas clair pour l'instant, il comprendra assez vite et recevra un petit cadeau pour compenser son karma inversé. Un écran apparut devant ses yeux, indiquant qu'il avait le karma ultime, une compétence qui accorde temporairement 100 points de chance pour chaque bonne action. On dit au jeune homme de trouver le mage blanc, car c'est le seul qui peut le renvoyer sur Terre. En voyant cette mission apparaître, il ne sait absolument pas quoi faire pour la compléter. Malheureusement, Gabriel ne le sait pas non plus, car il ne peut pas interférer avec ce qui se passe dans l'univers. Avec un grand sourire, il assure au garçon que la chance sera de son côté cette fois. Il s'excuse une dernière fois et envoie la jeune âme à travers le portail vers son nouveau monde. Kyo sentit qu'il tombait pendant un certain temps. Tout à coup, il ouvrit les yeux en tant que personne complètement différente. Il était dans un hall inconnu et vide. Et même si cela peut paraître ridicule, il est vrai qu'on lui a donné une seconde chance dans la vie. Maintenant, il doit juste trouver le mage blanc et retourner sur Terre, à son ancienne vie. S'avançant, il se dirige vers un grand miroir et observe sa nouvelle apparence. Il est étonnamment beau et pas mal du tout. Maintenant, il doit juste en savoir plus sur la vie que menait l'ancien propriétaire du corps. Alors qu'il y pensait, la porte derrière lui s'ouvrit en grand, laissant entrer une lumière vive dans la pièce sombre. À son grand choc et à sa stupéfaction, des voix rugirent depuis l'autre pièce, le vénérant et acclamant le tout-puissant mage noir. Comme si cela ne suffisait pas, toutes les personnes en face de lui étaient des monstres. Un serviteur s'approcha par derrière, demandant à son maître de ne pas oublier sa robe. Les orques, les gobelins et les démons acclamaient l'homme qui n'avait jamais accompli une seule bonne action et qui était connu pour avoir commis les crimes les plus atroces du monde. L'incarnation du mal lui-même, le mage noir. Kyo ferma la porte précipitamment, les mains tremblantes. En voyant l'armée de monstres l'acclamer, il réalisa qu'il devait partir de là au plus vite. À ce moment, le serviteur de tout à l'heure a vérifié si tout allait bien, et a demandé qui il était. Le gobelin s'appelle Gru, le tout nouveau conseiller du Seigneur, qui a été assigné hier seulement. Quant aux centaines de monstres devant son château, le mage noir leur aurait ordonné de tous se rassembler aujourd'hui. Après tout, il prévoyait une attaque sur les villages humains environnants. Kyo lui dit d'annuler immédiatement tous les plans liés à cela. Immédiatement. Le conseiller est surpris et déçu, disant qu'il pensait que c'était ce que le Seigneur désirait. Jurant silencieusement, il sent qu'il n'a pas le choix et claque des doigts. Les flammes consumèrent son corps, mais il resta sans émotion. Ne comprenant pas pourquoi il s'immolait, le corps du Seigneur bougea de lui-même et utilisa sa magie pour dissiper les flammes, laissant son serviteur sous le choc. Suite à cela, la fenêtre du système apparut à côté de lui, indiquant que la compétence karma ultime était activée. Grunt s'agenouilla, implorant le pardon et demandant la miséricorde de la mort. Il comprend que c'était son erreur, mais ne veut pas finir comme les conseillers précédents dont les cris des âmes résonnent encore dans les couloirs du château. Kyo ne comprend pas de quoi il parle, alors le gobelin pointe les murs du doigt. Là, d'innombrables têtes étaient accrochées au mur, chacune appartenant à un conseiller condamné à mort. C'est un spectacle incroyable qui le pousse à se demander ce qu'ils ont fait pour finir ainsi. Pas un seul n'a duré à ce poste, car ils ont tous été brutalement condamnés à mort pour des péchés insignifiants. C'était horrible. Dans ce monde, le vrai monstre, c'était lui. Interpellé, Gray se retourna, tout son corps tremblant. Voyant cela, on lui dit que Kyo n'a aucune intention de lui faire du mal et qu'il est nommé conseiller à vie du mage noir à partir de ce jour. Le gobelin ne sait comment le remercier pour cet honneur inattendu. Pour l'instant, on lui demande de répondre même à ses questions les plus étranges et on lui demande qui il est. Il est le plus grand mage noir de l'univers, à tel point que son nom est littéralement le mage noir. Pensant que ses connaissances en tant que conseiller étaient simplement mises à l'épreuve, Grunt continua de répondre, expliquant qu'il se trouvait dans son château imprenable qui règne sur les terres du sud et sert de quartier général à son armée de monstres. Kyo a été réincarné en un tueur en série à la tête d'un royaume de monstres. Lorsqu'on lui demande depuis combien de temps il règne sur ces terres, le gobelin, troublé, fait quelques calculs et répond d'abord 40 minutes. Il réalise que c'est ridicule et se corrige en disant 40 milliards d'années. Comme aucune des deux réponses n'était correcte, Grunt pense qu'il a de nouveau commis une erreur fatale, une erreur suffisante pour qu'il pointe une dague sur sa propre poitrine. Heureusement, son geste précipité est arrêté immédiatement, mais cela provoque une réaction familière. Le karma ultime est activé, mais Kyo est trop occupé à ordonner au conseiller de rester en vie pour le remarquer. S'il tente quoi que ce soit d'autre,
il subira une exécution pire que celle de tous ses prédécesseurs. Le bluff fonctionne heureusement, permettant au mage noir de passer à sa mission principale, trouver le mage blanc au plus vite. Peu importe à quel point sa vie est terrible, il doit retourner sur Terre d'une manière ou d'une autre. Peu importe à quel point le destin s'acharne sur lui, il doit retourner auprès de sa mère qui l'a toujours réconforté. Elle lui a donné la force d'avancer et est le plus grand trésor de sa vie. Il la reverra, c'est certain. Kyo se demande si les autres peuvent voir la fenêtre du système, mais Grunt confirme que non. Avec cette information, il enchaîne en posant des questions sur le mage blanc. Cependant, la simple mention de ce nom donne des frissons à toutes les créatures vivantes aux alentours. Le gobelin serra soudain les dents et le traita de la plus méprisable ordure du monde. Passant outre les insultes imagées, Kyo le remercie et s'interroge sur le type de magie qu'il utilise. Il manipule la magie multidimensionnelle qui crée des vortex pour les projeter dans différents mondes. En fait, des milliers de leurs hommes ont déjà été anéantis par cette technique. La magie multidimensionnelle prouve qu'il est le seul à pouvoir le renvoyer chez lui. Le voyageur interdimensionnel vérifie s'il peut utiliser le même type de magie, mais c'est totalement incompatible avec son attribut noir. En d'autres termes, il n'a d'autre choix que de demander de l'aide. Malheureusement, le mage blanc est son plus grand ennemi juré qui choisirait la mort avant de l'aider. C'est tout à fait naturel, bien qu'il devrait pouvoir obtenir de l'aide grâce à la bénédiction de Gabriel. En consultant les informations supplémentaires du karma ultime, il voit que la probabilité de réaliser ses souhaits augmente proportionnellement à ses points de chance. Cela signifie qu'il peut atteindre son but en accumulant des points grâce à de bonnes actions. Après avoir sauvé la vie de Gray 2 fois, il devrait déjà avoir gagné 200 points. Il va donc jeter un œil pour confirmer, mais il est surpris de voir son compteur de points toujours à 0. Se demandant s'il s'agit d'un bug du système, il creuse un peu plus et est choqué par ce qu'il trouve. Son statut de karma était éternellement maudit, et il a établi un nouveau record de malchance. Pour ne rien arranger, sa chance est scellée et ne peut dépasser 0. Alors qu'il commençait à se demander quoi faire, une autre fenêtre est apparue avec une nouvelle quête. Pour lever la malédiction et débloquer sa chance, il doit accomplir une bonne action spéciale. Kyo quitta le château avec Gru à ses côtés. Avec sa valeur de chance bloquée à 0 points, il doit d'abord trouver un moyen de terminer sa mission et de briser la malédiction. Cela dit, il ne sait même pas ce quest censé être une bonne action spéciale. Il semble que maintenir son conseiller en vie n'était pas suffisant, mais il n'abandonnera pas. Accumuler des points dans le château n'a pas été facile non plus. Une fois, il a empêché la décapitation d'un criminel connu dans leur monde, ordonnant même sa libération devant une foule entière. Plusieurs ont protesté, déçus par le Seigneur, car ils attendaient l'exécution depuis si longtemps. Gray a justifié ses actions, disant que le tueur en série commettrait plus de crimes une fois libéré. Avant que l'information ne soit assimilée, les gobelins ont appuyé l'ordre, ce qui a conduit à un massacre immédiat des citoyens dans l'assistance. Kyo n'a pas pu accumuler de chance là-bas, il doit donc trouver un autre moyen d'accomplir une bonne action spéciale. Il doit faire savoir à sa mère qu'il est toujours en vie. Grunt était visiblement troublé. Ayant un mauvais pressentiment à l'idée d'infiltrer le territoire de l'Ouest, il a remis en question leur plan, ajoutant qu'il ne savait même pas quand les soldats pourraient attaquer. Comme on ne peut rien y faire, il dit qu'ils doivent simplement le faire. Très vite, ils atteignent le village près du château, qui abriterait un certain mage blanc. Les utilisateurs de la magie multidimensionnelle sont des membres de la secte de l'Ordre Immaculé, dirigés par le mage blanc. Ceux de l'ordre sont ses disciples, mais ils devraient pouvoir soudoyer l'un d'eux qui a été expulsé. Heureusement, celui qui se trouve dans le village devrait accepter ce travail. Tyria a été expulsé après avoir gagné de l'argent en faisant un spectacle de la magie multidimensionnelle. Cela lui a aussi valu le nom de Tyria la Vide. Tout cela arrange le mage noir, qui est connu pour être particulièrement riche en tant que souverain de son propre royaume. En entrant dans la petite ville, il voit un petit garçon accroupi près du puits. Grunt voit le jeune humain complètement seul et sans défense et décide de l'achever pour son maître bien-aimé. L'arrêtant et disant qu'il a une meilleure idée, Kyo s'approcha de l'enfant et lui demanda ce qu'il faisait là sans ses parents. Malheureusement, son père est lourdement endetté auprès d'un mage, et il doit aider à rembourser. Il confirme que le mage en question est Tyria la Vide, qui devrait donner son spectacle habituel pour tout le monde à la taverne. Le seigneur est prêt à s'y rendre immédiatement, mais son conseiller avait toujours l'intention de découper l'humain et de le servir en sashimi. À sa grande surprise, Kyo tend à l'enfant une seule pièce d'or. Ses yeux pétillèrent d'espoir, contrastant avec le mage noir qui est déçu que cela ne suffise pas pour sa mission. D'un autre côté, Grunt protesta à l'idée de donner une pièce d'or à un humain, alors son maître doubla la mise et lui donna une bourse entière. Alors que cela suscite diverses réactions, Kyo était uniquement préoccupé par le fait que ce n'était toujours pas suffisant pour accomplir sa mission. Se demandant pourquoi quelqu'un d'aussi craint ferait quelque chose d'aussi inhabituel, il voit le garçon rayonner de joie et considérer le Seigneur des Ténèbres comme son héros. Une idée lui vient à l'esprit, et il croit à tort que Kyo a l'intention d'en faire son successeur. Pour se rapprocher de son héros, le garçon commettra d'innombrables atrocités et deviendra finalement leur allié pour régner sur les terres du Sud. Bien que ce soit loin du véritable objectif,
c'est suffisant pour apaiser le cœur du gobelin. À l'intérieur de la taverne, on voyait la scène habituelle de gens savourant leur boisson. Tyria était introuvable au milieu de la foule, mais autre chose a attiré leur attention. Tout le monde a regardé et s'est-tu lorsqu'un unique miroir au milieu de la pièce a commencé à briller. Grunt prévient son seigneur car c'était la magie multidimensionnelle à l'œuvre. La scène en direct d'êtres se déclarant leur amour était diffusée devant tout le monde. Alors qu'il atteignait leur apogée, une créature à tentacules s'arrêta avec une requête et retira soudainement un tentacule de son visage. Il a demandé à sa bien-aimée de l'emporter avec elle. Elle était déconcertée et s'apprêtait à donner sa réponse quand l'écran s'est éteint de nulle part. C'était la fin de la diffusion. Interrompu au meilleur moment, les spectateurs se demandaient avec ferveur ce qui allait se passer ensuite. Pour rétablir la connexion et voir ce qui se passait, ils devaient insérer une pièce d'or. Un spectateur passionné insiste violemment pour que ce soit au tour de quelqu'un d'autre de payer. Cependant, il soutient qu'il a déjà dépensé toutes ses économies là-dessus et qu'il veut regarder autre chose. La tension et leur voix montaient tandis que Keo se dirigeait lentement et silencieusement vers l'appareil et y glissait une pièce avant que quiconque puisse s'y opposer. Acceptant son paiement, l'appareil émit une lumière aveuglante et lui ordonna de poser sa main et de penser à l'endroit qu'il souhaitait observer. C'était comme une télécommande. Les disputes furent remplacées par de la joie en voyant la machine démarrer. Contre toute attente, l'homme en robe choisit d'observer ce qui se passe sur Terre. Il ne sait pas exactement comment ça marche, mais il pense très fort à la personne qu'il souhaite voir. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsque l'image de sa mère apparut. Sans se soucier des gens autour, il l'appela et essaya de traverser l'écran. Ils la regardèrent tous marcher sous la pluie et croiser des voisins pour échanger des salutations vides et sans vie. Il était impossible de ne pas être désolé, car cela ne faisait qu'un mois que son fils était décédé. La pauvre mère n'a toujours pas réussi à s'en remettre. Au volant de sa voiture avec une seule tige de fleurs blanches, elle se dirigea vers la tombe de Kyo et resta là, seule et en silence, à fixer la photo funéraire de son enfant décédé. Après avoir déposé la fleur, elle repartit pour rejoindre la société, une tâche impossible pour un parent qui vient de perdre son enfant. Elle tomba à genoux au milieu de la rue, incapable de s'arrêter de pleurer même après que la pluie se fût calmée. Son chagrin pour son fils était inimaginable, et tout ce à quoi elle pensait chaque jour était à quel point il lui manquait. Comment était-elle censée vivre sans lui? Dans la taverne, tous les hommes regardaient la scène avec des visages malheureux et fondirent bientôt en larmes devant ce moment déchirant. Même Grunt ne put s'empêcher de pleurer. Remarquant son maître, il lui demande si les larmes font partie de ses pouvoirs, mais il est surpris quand Kyo tombe soudainement au sol. Il ne pouvait pas accepter ce qui arrivait à sa mère. Il comprit enfin la douleur qu'il lui causait et les conséquences douloureuses de sa mort sur Terre. Kyo refusait d'accepter à quel point le monde était injuste avec lui. Plus encore, il refusait de laisser sa mère pleurer comme ça. Il frappe le miroir, désespéré d'être entendu de l'autre côté. Grunt lui dit de reculer car la magie multidimensionnelle pourrait le détruire, mais tout ce qu'il importait était d'atteindre la personne qu'il aime le plus. En réponse, l'appareil activa ses mesures de sécurité et envoya des ondes de choc magiques déferler dans tout son corps. Pourtant, il l'endura de toutes ses forces, réaffirmant sa détermination à atteindre son but. Il était toujours en vie, et il devait le lui faire savoir. Ainsi, il utilisa sa propre magie pour traverser le choc et le miroir. Finalement, ses cris parvinrent aux oreilles de sa mère. Elle se retourna et fut stupéfaite de voir la lumière aveuglante du sort, et encore plus lorsque l'image de son fils apparut, lui demandant si elle pouvait le voir. Elle n'arrivait pas à croire que c'était vraiment lui. Il n'y avait pas assez de temps pour expliquer ce qui s'était passé, alors il lui a juste demandé de tenir bon et d'attendre qu'il revienne vers elle. La mère était toujours en larmes, mais son visage affligé souriait maintenant d'espoir. Ensemble, ils convinrent de se revoir très bientôt. Malheureusement, Kyo avait épuisé toute sa puissance magique et ne pouvait plus maintenir la connexion. Le système est apparu, lui accordant la bonne action spéciale, l'amour d'une mère. Il a réussi son coup et a terminé la mission. En mettant fin à la fontaine de larmes des parents, il avait réussi à lever le sceau. Sa malédiction éternelle le transforma maintenant en l'être maudit. Les points de chance et le karma de Gabriel qui étaient temporairement désactivés peuvent maintenant être utilisés selon sa volonté, même si ce n'est que pour une courte période. Accumuler de bonnes actions devrait multiplier sa chance. Avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage, les hommes de tout alors reprirent leur dispute à propos du spectacle. L'un n'avait plus rien et utilisa ses pieds, nus après avoir vendu ses chaussures, pour repousser un autre homme à coups de pied. Et c'est ainsi qu'une bagarre générale éclata dans tout le bar, tout ça parce qu'il voulait regarder un spectacle. En fait, il semblait prêt à tout sacrifier pour ça. Grunt exhorte son maître à partir avant que la magie multidimensionnelle ne rende tout le monde fou. Cependant, une pinte de bière lui heurta la tête et se renversa sur ses vêtements. Le peu de patience qui lui restait s'évanouit rapidement, et il retira sa capuche pour maudire et tuer ces misérables humains. Pour une raison quelconque, Kyo sentit sa tête. L'odeur de la bière était étrange, mais il est sûr de l'avoir déjà rencontrée. Dans les souvenirs du mage noir, il a préparé une concoction similaire, un élixir addictif. Il se dirige vers les tonneaux pour vérifier et demande à son conseiller de le rejoindre.
Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette taverne, probablement caché à proximité. Comme prévu, il trouve une bouteille contenant un étrange liquide bleu attaché au fût de bière. Il confirme ses soupçons dès qu'il la détache et y jette un œil. C'est l'élixir addictif, pas si différent de celui qu'il avait fabriqué. Tyria a drogué l'alcool pour rendre tout le monde dépendant de sa magie et leur prendre leur argent. C'est probablement ce qui est arrivé à l'enfant près du puits, dont le père a sans doute gaspillé tout l'argent de sa famille ici. À ce moment-là, les hommes bruyants de tout à l'heure interpellèrent les étrangers bizarres et petits. Puisqu'ils ont lancé la dernière diffusion, ils doivent avoir de l'argent à dépenser, qu'ils les forcent maintenant à utiliser pour leurs spectacles inutiles. Leur agression déclenche la fureur de Grunt, qui refuse de tolérer des menaces contre son maître. Heureusement, Keo l'arrête avant qu'il ne tue tout le monde dans la pièce, disant qu'il connaît un moyen de tous les sauver. Dans l'esprit du mage noir se trouvaient des souvenirs clairs de l'antidote de l'élixir. Toutes les formules et les ingrédients nécessaires étaient gravés quelque part. Il le trouve assez rapidement et réplique immédiatement le sort qui peut libérer les victimes. Il le lance d'abord sur tout le monde dans la taverne. Une étrange clarté envahit soudain la pièce, et l'esprit de chaque client s'éclaircit, leur permettant de se souvenir de leur famille. Ensuite, un immense cercle magique est apparu au-dessus du village, et l'antidote a été lancé sur tous ceux qui auraient pu être affectés. Certains se disputaient à la maison, car un mari voulait vendre tous leurs biens pour regarder un match de football quelconque au bar. Frappé par le sort, il réalisa ce qu'il faisait et s'excusa auprès de son bel enfant d'avoir perdu la tête un instant. Et c'est ainsi que le village retrouva la paix, complètement purifié de l'élixir qui corrompait ses habitants. Grunt regarda autour de lui, confus, ne comprenant pas pourquoi tout le monde était si gentil par rapport à avant. La magie de son maître les avait dépouillés de toute agression dans leur corps. Il considère que c'est la meilleure punition, car aucun d'entre eux ne goûtera plus jamais à la joie du combat. Ceux qui étaient autrefois comme de fiers lions sont maintenant devenus aussi impuissants que des vers. Comme d'habitude, il croit que la férocité de son seigneur est sans égale en ce monde. Pendant ce temps, Kyo était préoccupé car la purification du village lui accordait une quantité massive de points de chance, qui affluaient sans fin. C'était parfait et tout se déroulait selon son plan. Avec sa chance approchant les 240 000, il peut enfin obtenir ce qu'il désire le plus en utilisant la magie multidimensionnelle. Cependant, les murs de la taverne explosèrent soudainement. Tout le monde se tourna vers la fumée, mais ne sembla pas trop dérangé car ce n'était que Tyria, qu'il connaissait déjà. La mage bannie s'avança et exigea de savoir qui essayait de ruiner ses affaires. Les étrangers rencontrent Tyria pour la première fois et sont choqués de découvrir qu'elle est en fait une femme. Elle confirme ses mauvais pressentiments et voit que tout l'élixir cesse d'évaporer de la bière. Le coupable de la purification de masse est recherché dans la foule, mais les clients réguliers nient tous avoir fait quoi que ce soit aux boissons. Ainsi, elle tourne son attention vers les deux personnes, l'homme bizarre et le gamin, car elle ne les avait jamais vus là auparavant. Avant qu'ils ne puissent répondre, elle trouve les bouteilles, autrefois connectées au tonneau, renversées sur le sol. Kyo est accusée d'être un membre de l'ordre, qui vient maintenant s'en prendre à elle aussi. Lui disant de bien retenir ses paroles, elle jure de ne jamais céder à des déchets comme eux et invoque un cercle magique flamboyant sous ses pieds. Le mage noir maudit tout cela. Le cercle de flammes et sa puissance étaient très vifs dans ses souvenirs. Comme il n'y avait pas le temps de réfléchir, il laissa ses tripes et son instinct mouvoir son corps, qui pour une raison quelconque, lança une pièce d'or quelque part sur le côté. Il se fige, complètement déconcerté par le résultat de son intuition. Tyria était totalement déterminée à le tuer sur le champ, et l'énorme explosion sous lui le prouvait. Alors qu'elle le consumait entièrement, son karma ultime s'activa, lui laissant 3 minutes de pure chance. La pièce qu'il avait lancée plus tôt a heurté une canalisation d'eau qui, avec une chance miraculeuse, a éclaté et a éteint toutes les flammes qui le recouvraient. Aucun des deux mages ne pouvait croire ce qui venait de se passer, mais c'était passé trop près pour être à l'aise. Keo se demande s'il a inconsciemment déclenché un sort, tout comme lorsqu'il a sauvé Grunt au château. Mais ce qui s'est passé maintenant ne semble pas du tout pareil. Il a simplement lancé une pièce. En la voyant coincée dans le tuyau, il comprend enfin comment ça marche. Pendant ce temps, le gobelin n'a pas été sauvé du feu et n'a eu d'autre choix que d'enlever les robes qui cachaient son identité. Malheureusement, cela révèle sa vraie nature à tous les humains qui les entourent. Après une pause gênante, la réalité qu'un monstre était là s'imposa et les humains chargèrent pour tuer leur ennemi juré. Keo s'interposa entre eux et dit à son conseiller de rester en arrière. Il retira également sa cape, mais au lieu de la colère et de la violence, la peur envahit le cœur des humains lorsqu'ils réalisèrent qu'il était en présence du tristement célèbre mage noir. Chacun d'entre eux s'enfuit, à l'exception du membre banni de l'ordre. Pour une raison quelconque, Tyria sourit en saluant le grand ennemi lui-même. La prime sur sa tête vaut 100 milliards de pièces d'or, mais d'après ce qu'elle a entendu, il était si faible en tant qu'immaculé que le mage blanc a détourné la tête de honte. Si elle y met toutes ses forces, elle pourrait peut-être le battre et devenir la personne la plus riche à la fin. C'est dommage, mais Keo ne maîtrise pas encore ses pouvoirs et mourrait s'il se battait de front. Il doit donc tout miser à nouveau sur la chance. Il loue et admire l'adversaire juste en face de lui, mais ajoute qu'elle manque peut-être un peu de concentration.
Les flammes qu'elle a déchaînées plus tôt avaient pris sur une traînée d'alcool qui menait au reste des tonneaux. Tandis qu'elle le remarque tardivement, Keo se mettait déjà en sécurité avec Grun dans ses bras. Il n'a agi que par pur instinct, ce qui l'a poussé à sauter par la fenêtre ouverte la plus proche. Ils sont accueillis par l'air froid de la nuit en plongeant vers le sol. Alors que le feu continuait de se propager, les deux atterrirent dans un réservoir en métal et se mirent en sécurité. Une seconde plus tard, la taverne entière fut prise dans une énorme explosion, détruisant tout sauf le réservoir dans lequel ils se cachaient. Maintenant, il ne restait plus qu'à s'échapper à la faveur de la fumée. Ils marchèrent à travers les restes de l'établissement, toujours en flammes, tandis que Grun sautillait de joie à l'idée d'humains délicieusement rôtis. Cependant, la bataille n'était pas encore terminée car Tyria apparut et interpella le mage noir, disant qu'il était encore 100 ans trop tôt pour qu'il l'abatte. Il regarda la fenêtre de son système et vit qu'il lui restait encore une minute de chance, ce qui signifiait qu'il devait agir maintenant s'il voulait vaincre l'ennemi d'une manière ou d'une autre. Sur ce, il se moque d'elle, déclarant qu'il n'a même pas besoin d'utiliser son pouvoir pour gagner, et lui demande si elle pense honnêtement qu'elle peut le battre. Cela la provoque comme prévu. La mage blanche avide lance un torrent de flammes, ne voulant pas être méprisée. Il est presque réduit en cendres, mais Kyo trébuche sur une pierre et esquive le coup en tombant au sol. N'ayant pas terminé, elle invoque un autre cercle magique sous lui et plusieurs autres dans les environs. Il n'y avait plus d'échappatoire maintenant qu'elle était déterminée à utiliser tout ce qu'elle avait pour en finir avec lui. Heureusement, il lui restait 5 secondes de chance miraculeuse. Au dernier moment, juste au moment où il allait être incinéré, un geyser d'huile l'envoya voler haut dans le ciel, loin du feu. Elle n'arrivait pas à le croire, mais il avait esquivé toutes ses attaques. Les citoyens voisins l'ont vu et ont conclu que l'explosion de la taverne avait fait jaillir du pétrole des profondeurs souterraines. Ayant épuisé toutes ses forces, Tyria tomba impuissante à genoux, vaincue. Elle ne pouvait même plus bouger, et elle se demandait si c'était vraiment ici qu'elle allait mourir. À sa grande surprise, les flammes disparurent. Grunt appela son maître, disant qu'il était trop tôt et qu'elle n'était pas encore assez cuite. Ils ne comprennent pas, mais Kyo s'approcha et s'agenouilla près de son ennemi, promettant qu'il n'avait aucune intention de l'abandonner là. En regardant son visage affaibli, un souvenir envahit son esprit. Parmi les souvenirs du mage noir, il voit le propriétaire originel du corps s'effondrer au milieu d'une chapelle en feu. En larmes, il tenait le corps sans vie d'une femme au milieu de la chaleur et de la destruction. Il hurla d'agonie et de chagrin, refusant d'accepter qu'elle venait de mourir dans ses bras. Tyria rougissait d'être tenue si près. Alors que Kyo pensait à la femme morte dans les bras du mage noir, celle dans les siens se pencha soudainement pour l'embrasser sur les lèvres. Choqué par cette action inattendue, il devint rouge pivoine et recula d'un bond, se demandant ce qu'elle pouvait bien faire de sa propre initiative. Elle s'excuse et dit qu'elle pensait que c'était ce qu'il voulait qu'elle fasse. Se sentant en faute, il tourne la tête et explique qu'il était juste perdu dans ses pensées. Quoi qu'il en soit, la jeune femme est prête à faire tout ce qu'il demande s'il lui laisse la vie sauve. Le mage noir assure qu'il n'a aucune intention de la tuer. Il lui tend la main et lui demande de le suivre à la place. Il se trouve justement qu'il a besoin de son pouvoir. Bien que confuse, elle prend sa main et marche à ses côtés. Pendant ce temps, Grunt se tenait figé, bouche bée, incapable de comprendre ce qui se passait devant lui. Un coup d'œil à sa fenêtre indique à Kyo que tous ses bonus de chance ont été épuisés et que son pouvoir s'est estompé. Maintenant, ses points de chance étaient revenus à 0. Il a pu libérer ce pouvoir plutôt grâce à sa connexion avec sa mère, mais seulement temporairement. C'est probablement à cause de son statut de maudit, qui devrait avoir une quête pour y remédier. En y jetant un œil, il est surpris de voir un onglet disant qu'il a commis trop d'atrocités, mais il ne peut pas l'explorer davantage car ils sont déjà arrivés à la résidence de Terge. Elle dit que c'est un peu à l'étroit, bien que l'intérieur soit complètement spacieux et somptueux. Tandis que Grunt était ébloui par l'or, Kyo demande si cela a été acheté avec l'argent des villageois, alors elle lui assure que le manoir, au moins, lui a été légué par ses parents. Ça sentait le mensonge. Passant outre, il dit sans détour qu'il a besoin de sa magie multidimensionnelle, en particulier pour aller sur une autre planète. Cette déclaration la pousse à le traiter de fou, mais elle ne va pas loin avant de trouver la lame du gobelin près de son visage. Sommée de surveiller ses paroles, elle explique simplement qu'elle est trop faible car sa demande requiert des niveaux de mana astronomiques. Seul le mage blanc serait capable de faire ça. Avec son pouvoir actuel, la seule chose qu'elle puisse faire est de voir l'état des autres mondes. Hélas, retourner dans son monde ne sera pas si facile après tout. Il sourit intérieurement, trouvant heureusement qu'il est le tout-puissant mage noir qui s'améliorera sûrement si on lui enseigne les bases. Ainsi, il lui dit d'agir comme son professeur de magie et de lui transmettre tout ce qu'elle sait. Cette demande ridicule la pousse à lui demander s'il est un idiot qui a perdu la tête, mais le regard de Grunt transforme cela en une interrogation polie sur cette étrange requête. Le gobelin dit que son seigneur teste ses connaissances, et qu'un échec l'amènerait à être consumé par des flammes impitoyables. Comprenant la situation, elle partage qu'elle ne peut honnêtement pas lui enseigner simplement parce qu'il est le mage noir, même s'il est le grand et tout-puissant mage noir. Il existe 2 types de magie opposés dans le monde, la magie blanche et la magie noire. Plus un mage maîtrise un côté,
plus l'autre devient inutilisable. En d'autres termes, le seigneur de la magie noire et ennemi juré du mage blanc ne peut pas apprendre cette technique. De plus, la magie multidimensionnelle est la quintessence des sorts de magie blanche. Pour quelqu'un qui a maîtrisé l'autre face de la pièce, c'est le pouvoir le moins compatible, presque comme demander à un requin de faire de l'alpinisme. Leur conversation est interrompue par des bruits forts à proximité, poussant les trois à se précipiter aux fenêtres pour regarder. Là, ils voient les villageois armés de torchets et de fourches pour punir leurs ennemis. Pour ne rien arranger, ils ont amené des soldats pour soutenir leur cause. Tyria les corrige et dit que c'est l'ordre immaculé. Ils se sont tous écartés pour former un chemin. Marchant le long du chemin, c'était le mage blanc dont la seule présence donnait des frissons dans le dos à ses ennemis. C'était la fin. Keo n'imaginait pas que son plus grand adversaire arriverait si tôt. Puisqu'il n'est pas un adversaire qu'il peut affronter, il n'a d'autre choix que de s'enfuir maintenant, mais pas sans Tyria. Malheureusement, elle ne peut pas simplement partir et abandonner son palais ainsi que tout son argent. Il s'en moque et l'entraîne de force. Avant qu'il ne puisse les atteindre, le seigneur des monstres invoqua un cercle magique pour les ramener tous chez eux. Ils disparurent à cet instant, ne laissant que les traces du cercle à trouver pour les villageois. Ils étaient arrivés trop tard. De retour au château sombre, un groupe d'adeptes se rassembla autour d'un cercle familier et chanta pour que l'espace se plie et que les portes s'ouvrent. Kyo et les autres apparurent au centre, et il est heureux de voir qu'ils sont rentrés en toute sécurité à sa forteresse. Heureusement qu'il a préparé une issue de secours à l'avance, en particulier avec la magie de transfert que Grunt a aidé à mettre en place. Alors qu'il commençait enfin à apprécier la magie noire, il vit les adeptes autour de lui tomber au sol un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun debout. Lorsqu'il a demandé ce qui se passait, le gobelin a simplement expliqué que c'étaient les cadavres de ceux sacrifiés pour la magie de transfert. Leur corps gisait là, brisé. Grunt était fier de la magie de téléportation, l'un des sorts les plus puissants du monde des gobelins. Kyo était furieux de ne pas avoir été informé, mais le conseiller considérait cela comme un détail mineur et sans importance. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces détails mineurs remplissaient maintenant son maître de mauvaises actions contribuant à son karma. Dans un flashback, une rue animée de la ville était remplie de marchands et de citadins vacants à leurs occupations. À l'intérieur d'une boutique, une jeune femme, Sylva, qui deviendrait une sorcière à l'avenir, balayait le sol en silence, entourée de marchandises empilées et de poteries. Surprise, elle a accidentellement heurté une grande jarre en argile en perdant l'équilibre, qui s'est écrasée au sol et s'est brisée en morceaux. Son patron a crié avec colère, l'accusant de l'avoir encore cassée alors qu'elle s'excusait. Sylva a reculé alors qu'il criait qu'elle était complètement inutile. Le patron l'a violemment jetée hors de la boutique et lui a ordonné de disparaître de sa vue. Enragé, il l'a averti de ne jamais revenir. Sylva s'est effondrée dehors, tendant faiblement la main alors que les larmes montaient à ses yeux, jusqu'à ce que la porte de la boutique claque devant elle, la coupant complètement du monde. Sylva marchait dans la rue, la tête baissée, tandis que les gens autour d'elle chuchotaient et la dévisageaient. Les villageois murmuraient à son sujet, la traitant de maudite et avertissant les autres de rester à l'écart. Elle était assise seule par terre, ignorée par les passants qui ne lui venaient pas en aide. La nuit est tombée, et Sylva s'est recroquevillée contre un pilier en bois tandis que la pluie s'abattait sur elle. Épuisée et trempée, elle gisait immobile sur le sol froid en pierre. Dans son sommeil, elle tremblait comme si elle était prise dans un cauchemar douloureux. Soudain, une étrange lumière verte est apparue à proximité et a pulsé doucement dans l'obscurité. Sylva a ouvert les yeux alors que l'orbe vert brillant lui parlait directement et lui demandait de le manger. L'orbe l'a rassurée en lui disant que tout irait bien si elle l'acceptait. À présent, Kyo se tient devant la fenêtre au coucher du soleil et fait son sac. L'écran de son système se matérialise devant lui, expliquant que pour chaque bonne action, il gagne 100 points de chance, mais que leurs effets sont temporaires. Réalisant que c'est le système de karma ultime, il comprend enfin comment il fonctionne. Il admet que ce fut une lutte, mais il a réussi à accumuler quelques bonnes actions dans ce royaume maudit, se souvenant de deux orques qui se battaient avec colère, incitant Keo à agir alors que son regard s'aiguisait. Il a crié pour que le combat cesse alors que l'énergie déferlait autour de lui. Les deux orques se sont regardés fixement alors que l'instant se figeait et que leur colère disparaissait. Leur lourde arme est tombée instantanément, tandis qu'un ORC s'excusait et appelait l'autre son frère. L'autre répond doucement, exprimant leur compassion l'un envers l'autre. Le système de Kyo notifie et confirme qu'il a gagné 100 points de chance pour une bonne action. En quelques semaines, il a réussi à augmenter sa chance juste un petit peu. Mais comme son statut actuel est celui de maudit, il ne peut pas en recevoir les bénéfices. Il active le karma ultime, sachant que c'est le seul moyen de libérer sa chance accumulée. Il décide de consommer tous les points de chance stockés d'un coup, et il devient chanceux pendant toute la durée des points dépensés. Il apprend alors que la chance dure jusqu'à ce que les points reviennent à zéro. Avant la fin du combat, il purifie un village et sauve des vies pour une valeur de plus de 200 000 points de chance. À ce moment-là, il active le karma ultime instinctivement, sans décision consciente. Pendant 3 minutes, il existe dans un état de chance absolue et infinie. Grâce à cette chance, il bat Teria sans effort et sans subir le moindre dégât.
Kyo réalise que s'il accomplit une bonne action affectant des millions de personnes, la puissance du système augmentera à l'infini. Serrant le poing, il affermit sa résolution avec un sourire confiant et de la certitude. Il déclare qu'avec ce pouvoir, il pourra enfin retourner sur Terre. Sans hésitation, il pousse une porte massive et appelle Grunt, lui demandant si tout est prêt alors qu'il s'avance. Grunt prépare une monture qui est présentée à Kyo une fois les préparatifs terminés. Il franchit la porte et commence son prochain voyage. Tyria le bénit, souhaitant bonne fortune à Kyo, tandis que Grunt exhorte tout le monde à partir immédiatement. Traversant la ville au coucher du soleil, la nouvelle aventure de Kyo commence officiellement aux confins du royaume pour accomplir une bonne action massive. Grunt confirme la cible de leur mission sans hésitation après que Kyo le lui ait demandé. Pendant ce temps, la silhouette verte et brillante de Sylva se révèle être la source de la maladie la plus mortelle du monde. Kyo est d'accord et dit à Grunt de montrer le chemin. Le gobelin pointe droit devant, affirmant que la destination est juste là. Kyo se fige, confus par ce que juste là signifie réellement. Gray révèle fièrement une petite maison, disant que Sylva y vit. Kyo explose d'incrédulité, criant que Gray lui avait dit qu'elle vivait aux confins du royaume. Grunt étudie à nouveau la carte, Kyo n'étant manifestement pas convaincu. Le gobelin marmonne que son explication manquait sérieusement de détails. En colère, Kyo fait remarquer que la maison n'est qu'à 100 mètres du château. Les deux se tiennent maladroitement près des chevaux alors que la vérité s'impose. Agacé, Kyo ordonne à Grunt d'attendre au château. Il s'avance seul vers la maison. Debout devant la porte, il prononce doucement le nom de Sylva, sachant qu'elle est l'un des êtres les plus maléfiques de cette planète. Il se ressaisit, pensant que s'il peut la purifier, il pourra en sauver des millions. Avec une expression tendue, il prie pour que l'antidote fonctionne. Il ouvre soudainement la porte en grand, mais recule sous le choc. Il hésite et se demande si c'est bien la sorcière qu'il recherche. Sylva apparaît en souriant et salue son maître. Elle se précipite vers lui et l'étreint fermement, disant qu'il est enfin revenu. Submergée par l'émotion, elle lui dit qu'il lui a terriblement manqué. Kyo panique, insistant sur le fait que ce n'est pas ce qu'elle pense. Sylva lui montre avec enthousiasme des spores fraîchement préparés. Elle tient fièrement une spore brillante dans sa main. En riant, elle la lance et lui dit de regarder comme elle vole bien. Les spores explosent vers l'extérieur, se dispersant violemment. Elle explique qu'elle les a améliorées en suivant les conseils de Kyo, les rendant beaucoup plus résistantes. Elle déclare nonchalamment que cela garantira la perte de millions de vies supplémentaires cette année. À proximité, un enfant tousse violemment alors que les spores font effet. Kyo regarde avec horreur le nombre de millions résonner dans son esprit. Une victime s'effondre, renforçant l'ampleur du désastre. Sylva prétend être connectée à chaque spore et pouvoir ressentir la souffrance qu'elle cause. Elle le remercie joyeusement, disant que son aide l'a rendue plus forte. Kyo réalise qu'elle ne comprend pas le mal qu'elle cause. Il lui tend un remède, disant qu'il a préparé quelque chose pour la rendre encore plus forte. En silence, Kyo prend connaissance de la maladie et explique qu'elle est causée par une contamination centrée sur Sylva. Il croit que si elle est purifiée, tout s'arrêtera alors qu'elle boit l'antidote, le remerciant joyeusement. Quelques instants plus tard, elle dit qu'elle se sent bien et promet de continuer à remplir le monde de sport. Kyo panique en réalisant que même la dose maximale n'a eu aucun effet sur elle. Il décide sombrement qu'il n'a d'autre choix que de vérifier le cœur de la corruption. Une énergie verte jaillit autour d'elle alors qu'il active son pouvoir. Il voit d'innombrables fils lumineux s'étendre vers l'extérieur. En regardant l'immense réseau, il réalise qu'il y en a bien plus d'1 million. Le désespoir s'installe alors qu'il admet que la corruption est trop forte pour être purifiée. Il murmure le nom de Sylva, déchiré par la vérité. En y repensant, il se souvient du moment où il a dit joyeusement à Sylva que ses spores se répandraient sur tout le continent. Un souvenir paisible surgit, contrastant cruellement avec le présent. Sylva sourit, sachant que les spores s'abattent sur les hommes, les femmes et les enfants sans distinction. Elle déclare que pas un seul ne restera en vie. Dans un instant soudain et brutal, le sang jaillit alors que Sylva est abattue. Une lame remplit la scène tandis que Sylva lève les yeux, stupéfaite et confuse, alors que les larmes de Kyo coulent sur son visage et qu'il réalise que c'est le seul moyen. Sylva tient à peine debout et appelle Kyo d'une voix faiblissante. Il la regarde le cœur brisé, notant que c'est le seul moyen de la libérer, jusqu'à ce qu'il sorte enfin son épée. Alors que son corps tombe, le noyau vert se manifeste, se tordant d'énergie maligne et interpelle Kyo. L'entité corrompue questionne son intention et son interférence. Elle admet que tuer l'autre l'a affaibli, mais ne l'a pas anéanti. Kyo déclare qu'il n'est pas venu pour la défier, mais pour la détruire, tout en levant la main. Il déchaîne la flamme éternelle, inondant l'espace d'un pouvoir écrasant. La corruption recule de fureur, hurlant face à son défi. Elle avance vers Kyo en l'avertissant qu'il regrettera certainement sa décision, entourée d'une production magique qui s'accélère. Cependant, l'attaque de Kyo explose vers le haut, transperçant l'entité corrompue. Son regard s'aiguise alors qu'il canalise un contrôle absolu sur le sort. Le faisceau jaillit, s'étirant à l'infini au-delà de l'atmosphère. Une énergie semblable à un éclair vert se propage à travers les cieux. L'explosion se propage dans le ciel, signalant l'effondrement de la corruption. Ailleurs,
Un enfant malade est alité alors que l'énergie atteint le monde. L'enfant se réveille en état de choc alors que la force revient dans son corps. Un message système apparaît, indiquant une bonne action et accordant des points de chance, tandis que d'autres victimes se sont également rétablies. Les familles se réunissent alors que les gens réalisent qu'ils sont guéris, tandis que les notifications de chance s'accumulent rapidement dans toute la ville. La planète elle-même brille alors que les bonnes actions accumulées se multiplient. Kyo regarde avec incrédulité les chiffres monter sans fin. Ses points de chance montent en flèche au-delà de toute compréhension. Le système confirme que sa chance a dépassé 1 milliard, ce qui fait réaliser à Kyo que ce pouvoir garantit son retour sur Terre. Il tient doucement Sylva, refusant d'abandonner son destin. Il promet de la sauver avant de rentrer chez lui. Un léger sourire se dessine alors qu'il affermit sa résolution. Il active le karma ultime, ce qui l'enveloppe d'une énergie divine. Le système annonce que la chance maximale est atteinte, avec un temps restant limité. Il reconnaît le pouvoir qu'il a finalement obtenu. Le système confirme son statut de chance divine, les enveloppant tous les deux d'une protection. Pendant ce temps, un faisceau de lumière colossale jaillit dans l'espace tandis qu'un ovni est pris dans l'explosion, poussant son pilote à crier de terreur. L'énorme météore anéantit l'OVNI en plein vol, augmentant la panique de l'extraterrestre. Il réalise que le météore est sur une trajectoire de collision avec la planète. Ailleurs, le mage blanc observe les événements se dérouler. Il est révélé qu'il se prépare à anéantir une tribu entière de centaures. La panique se propage à l'arrivée du mage blanc, tandis que les survivants reçoivent l'ordre de fuir immédiatement. Les centaures craignent que le mage blanc tente de les projeter dans une autre dimension. Un faisceau doré est libéré, mais sa magie est réfléchie et déchirée par la force du météore. La collision submerge les environs d'une lumière aveuglante. La catastrophe se conclut par une domination absolue. Un faisceau doré traverse le ciel, se dirigeant droit sur la capitale. L'impact frappe la ville, les bâtiments se brisant sous la force écrasante. Une lumière aveuglante jaillit alors que le coup déchire le sol. La poussière et les débris consument les ruines en silence. Kyo regarde, choqué, luttant pour comprendre ce qui vient de se passer. Son expression se crispe alors qu'il sent quelque chose d'anormal. Il réalise que le phénomène est de la magie multidimensionnelle en voyant sa mère sur Terre. Avec un pouvoir aussi immense, il croit pouvoir le percer. Serrant Sylva contre lui, il la supplie de ne pas le quitter et promet de la sauver avec ce pouvoir. Appelant sa mère, il atteint le portail et promet de revenir dès qu'il aura sauvé Sylva. Il force son corps à avancer alors qu'une énergie dorée le frappe en retour. La résistance le submerge, le faisant vaciller en plein mouvement. Il crie désespérément, essayant d'atteindre sa mère à travers la barrière. Elle se détourne, sentant quelque chose d'étrange l'appeler. La porte commence à se fermer, le coupant complètement du reste. Kyo lutte, réalisant qu'il ne peut pas passer. Sylva atteint son visage, lui disant faiblement que certaines choses dans ce monde ne peuvent être changées. Elle explique que la magie blanche ne peut être utilisée par Kyo car il est un mage noir. Même avec toute la chance du monde, elle lui dit que les morts ne peuvent être ramenés, alors que Kyo s'agenouille dans les ruines. Sa main tremble en s'appuyant sur le sol fissuré. Kyo pleure en tenant Sylva, refusant d'accepter cette fin. Sa forme spectrale apparaît, laissant Kyo sans voix. Elle prétend avoir tout vu, y compris son pouvoir et son destin. Elle lui dit que les choix douloureux sont inévitables. Même si son cœur est plein de regrets, il doit aller de l'avant. Elle avoue n'avoir jamais voulu blesser personne, révélant qu'elle voulait seulement être aimée. Sylva le remercie pour tout alors que sa forme commence à s'estomper. Kyo la regarde disparaître, sa résolution se durcissant. Il l'embrasse une dernière fois, incapable de cacher son visage de la douleur. Alors qu'elle repose paisiblement, Kyo note que Sylva a causé des dizaines de millions de morts sur cette planète, et que ce qui l'attend est le plus profond et le plus sombre des enfers. Le système de Kyo apparaît et l'informe que son karma ultime durera 1 minute et 30 secondes. Soudain, il jure qu'il n'abandonnera jamais la fille la plus malchanceuse de cette planète. La magie noire interdite déferle alors qu'il invoque un arcane ancien, l'incitant à entrer en ascension astrale, dépassant les limites du destin lui-même. L'âme solitaire de Sylva dérive dans un vide écarlate, isolée et suspendue dans le silence. La confusion s'installe alors qu'elle prend conscience, incapable de reconnaître son environnement. Elle se retourne, sentant une présence invisible l'observer depuis les ténèbres. Un œil écarlate massif s'ouvre, révélant l'abîme et affirmant sa domination. La voix déclare son âme vide, érodée par une vacuité irréparable. Le choc et le déni l'envahissent alors qu'elle explique avoir été manipulée par une entité maléfique. Un écran de jugement apparaît, nommant Sylva comme une pécheresse responsable d'innombrables morts. Le verdict est rendu, un châtiment éternel, l'expiation par le purgatoire. L'abîme confirme que les archives sont absolues et sans appel. Elle est condamnée comme irrécupérable, son destin scellé par une loi immuable. Elle nie désespérément les accusations, insistant sur le fait qu'elle n'a jamais eu l'intention de commettre de telles horreurs. Des larmes coulent alors qu'elle réalise que la punition ne peut être annulée et qualifie le verdict d'injuste. L'abîme remet froidement en question son sens de la justice, impassible face à son désespoir. L'œil écarlate se rapproche, sa présence écrasante, lui ordonnant d'essuyer ses larmes. Une cruelle vérité est déclarée,
personne ne viendra la sauver de ce destin. Les yeux de Sylva tremblent alors qu'elle supplie que cela s'arrête, la peur s'emparant d'elle. La foudre éclate soudainement alors qu'une force écrasante s'abat sur l'œil écarlate. Son corps réagit instinctivement, une main familière la tenant doucement. Kyo arrive et fend le chaos, exhortant Sylva à tenir bon. L'abîme réagit avec fureur, sentant un intrus dans son domaine. Des archanges noirs sont invoqués, avec l'ordre de capturer l'interférence sur le champ, fendant le vide avec une intention mortelle. Une barrière radieuse se forme, protégeant Sylva alors que le karma ultime les protège. Un énorme faisceau de pouvoir jaillit, forçant les attaquants à reculer alors qu'ils les poursuivent. Kyo réalise qu'ils sont plus nombreux et qu'ils continuent de le poursuivre, le danger se rapprochant rapidement. Ailleurs au purgatoire, une présence lointaine s'agite au même moment. Sisyphe continue son châtiment éternel, ignorant la distorsion qui se produit. Son supplice est enfin terminé, jusqu'à ce que sa cheville se brise soudainement. Une autre alerte système confirme que le karma ultime reste actif, les secondes s'égrenant. Sisyphe hurle de choc, le rocher s'écrasant sur lui. Soudain, Kyo le voit dévaler et remarque la situation de Sisyphe. Le rocher est sur le point de heurter une arête vive alors que Kyo se rapproche, incapable de réagir. Sa valeur de chance monte soudainement en flèche alors que le compte à rebours continue. La masse colossale s'écrase vers le bas, forçant les archanges noirs à s'arrêter. Ils se figent, stupéfaits par une interruption impossible. L'impact brutal suit, les dispersant complètement. Cependant, Kyo s'examine, déclarant que tout est sous contrôle. Il note qu'ils sont déjà assez loin du purgatoire pour s'échapper. La confiance remplit son expression alors qu'il dit qu'ils y sont presque. Une grande porte céleste radieuse apparaît, rayonnant d'autorité divine. Les archanges noirs apparaissent soudainement, croisant leurs armes pour bloquer le chemin. Kyo s'arrête, incrédule, après qu'il les ait rattrapés, tandis que les archanges noirs lui ordonnent de retourner après avoir percé la coquille de l'amphé cauchemardesque. Un coup aveuglant éclate, submergeant leur formation en un seul instant. Les archanges noirs sont projetés au loin, leurs plumes s'éparpillant alors qu'ils perdent le contrôle. Kyo se retourne, choqué, demandant qui a bien pu faire ça. Soudain, Gabriel descend du ciel, bloquant le chemin avec une lumière divine écrasante. Il s'approche calmement et promet de s'occuper de Sylva, appelant Kyo son ami et lui demandant de la laisser devant les portes du paradis. Kyo observe en silence, se sentant soulagé. Il tend la main vers la porte sans hésitation. Le mot paradis résonne dans l'esprit de Kyo alors que la lumière inonde sa vision. Il appelle silencieusement Sylva, reconnaissant sa longue souffrance. Il insiste sur le fait qu'il y a un endroit plus approprié pour elle que le paradis. Kyo s'élance vers le haut, fendant le ciel en direction des portes, atteignant finalement les portes du Nirvana. Gabriel hurle à Kyo d'arrêter, l'avertissant que Sylva ne peut passer, révélant que le Nirvana est un royaume réservé aux âmes les plus pures et qu'ils ne feront que s'écraser contre la porte. La lumière s'intensifie alors que Kyo continue d'avancer, et l'écran du système s'active, révélant que le karma ultime a été déclenché et que sa chance monte en flèche au-delà de toute limite. Le temps commence à s'écouler alors que son pouvoir augmente de manière incontrôlable. Kyo murmure le nom de Sylva, sa résolution inébranlable. Il accélère, déclarant que son cauchemar prendra fin ici. Gabriel panique, accusant Kyo d'essayer de la briser complètement, l'avertissant que la porte ne s'ouvrira pas, résistant avec une force divine. Des fissures se forment alors que la pression monte de l'intérieur même de la porte, figeant Gabriel de stupeur face à l'impossible. La porte s'ouvre de l'intérieur. Une présence dorée aveuglante émerge, rayonnant de sérénité et révélant un Bouddha d'or qui demande ce qui se passe. L'être divin note que même le Nirvana lui-même réagit, perturbé par l'agitation de Kyo alors qu'il fonce. Le Bouddha est stupéfait, confus par l'intrusion. La forme de Sylva apparaît, baignée d'une lumière chaude. Ses yeux s'écarquillent alors qu'elle prend conscience. Elle réalise avec joie qu'elle a atteint le paradis. Elle appelle Kyo alors que son expression s'adoucit, remplie de soulagement. Elle le remercie pour tout en s'éloignant. Gabriel regarde, incrédule, admettant qu'elle a vraiment réussi. Le Bouddha convoque Gabriel avec colère, demandant ce que le mage noir fait dans leur royaume, mais celui-ci explique calmement que tout n'était qu'un malentendu. Le corps de Kyo commence à s'estomper alors qu'il accomplit sa tâche. La fumée commence à se dissiper alors qu'il reprend conscience, et il se réveille dans les décombres. À côté du corps de Sylva, Sylva repose paisiblement, les yeux fermés et libérés de la souffrance. Kyo la regarde en silence, espérant qu'elle trouve enfin le bonheur. Pendant ce temps, sa paix est confirmée et repose au sein même du Nirvana. Sylva est assise seule au bord de l'éau, dessinant des symboles dans le sol. Quelqu'un l'appelle doucement, ses nouveaux amis l'invitant à jouer. Elle sourit et accepte leur invitation, excitée par sa nouvelle vie. Son dernier dessin reste, capturant le souvenir de Kyo et Grunt. Pendant ce temps, sur Terre, le panorama d'une ville calme marque le début d'une autre journée ordinaire. Un trousseau de clés est ramassé, signalant que quelqu'un est sur le point de sortir. La porte s'ouvre en coulissant, la lumière se déversant dans l'entrée. Soudain, une femme salue chaleureusement Mademoiselle Kuroda alors qu'elle marche avec un homme à ses côtés. La mère de Kyo écoute en silence, son expression indéchiffrable. Elle répond calmement à la salutation,
sa voix douce. La jeune femme remarque que Kuroda semble de meilleure humeur aujourd'hui et lui demande si elle va sur la tombe de son fils pour y déposer des fleurs. Kuroda décline poliment la suggestion qui lui est faite. Elle lève les yeux au ciel, croyant que son fils peut toujours l'entendre. Un anneau doré se forme, montrant le groupe se reflétant dans sa lumière. Kyo regarde à travers le portail, les yeux remplis de désir. De l'autre côté, il presse sa main contre la barrière qui les sépare. Teria le remarque, songeur, se demandant ce qui occupe ses pensées. Grunt le loue comme l'esprit le plus brillant qui soit, convaincu que Kyo doit préparer quelque chose de terrifiant jusqu'à ce qu'il réalise quelque chose. Il remarque que Kyo ne cesse de regarder la femme dans le portail. Le mot mère résonne alors que quelque chose frappe l'esprit de Grunt. Kyo partage qu'il commande maintenant une armée entière et règne même sur un immense château, ce qui pousse Grunt à penser qu'il échange des renseignements militaires. Malgré tout, il refuse d'abandonner tout espoir. Grunt croit que c'est sa mère qui lui a tout appris. Kyo lui demande d'attendre encore un peu, promettant qu'il la rejoindra bientôt. Grunt annonce avec enthousiasme son projet de conquérir l'univers. Il crie en s'approchant de Kyo et l'appelle maman. Il prête serment au nom de son clan en appelant mademoiselle Kuroda, mère. Grunt lui dédie son épée, scellant son vœu. Tyria hésite, ne sachant pas comment une telle dévotion devrait même être exprimée. Pendant ce temps, Kyo se tient seul dans la vaste salle, encadrée par d'immenses fenêtres. Le temps passe alors qu'il réfléchit aux mois passés dans ce monde. Bien qu'il puisse veiller sur sa mère, il admet n'avoir aucun moyen de retourner sur Terre. Il se souvient de ce que Sylva a dit, que certaines choses dans ce monde ne peuvent être changées. En tant que mage noir, il sait que certaines voies lui sont à jamais fermées. Il ouvre la porte de sa chambre jusqu'à ce que son regard s'aiguise et qu'il voit quelque chose d'inattendu. Grunt, excité, montre à nouveau la mère de Kyo dans le portail et l'appelle maman. Kyo remercie maladroitement Grunt, retrouvant son sang-froid. Kyo se souvient du passé du mage noir, ancien membre de l'ordre immaculé, tout comme Teria. Kyo croit qu'il doit y avoir un moyen de redevenir comme avant. Il promet à sa mère qu'il réussira. Son expression se durcit alors que la détermination remplace le doute. Il déclare qu'il vient la chercher, quel qu'en soit le prix. Kyo ordonne à Teria d'arrêter la diffusion. D'un dernier regard, il annonce qu'il est temps de partir. La scène change pour montrer des étagères de potions et de matériel de recherche. Kyo et ses compagnons se regroupent à l'intérieur du laboratoire. Une soudaine explosion magique éclate violemment dans une fiole que Grunt tient. Kyo admet avoir fouillé tous les recoins du laboratoire du mage noir. Sylva l'interrompt, tenant un livre de sorts à noter, et lui demande de qui est cette écriture. Il répond qu'il ne s'en souvient pas vraiment, bluffant qu'il a bien trop d'adorateurs pour s'en souvenir. Elle note que le texte est écrit dans l'ancienne langue démoniaque, le rendant impossible à déchiffrer pour l'un comme pour l'autre. Elle reconnaît l'écriture, œuvre indubitable d'un mage ancien, et suggère que son auteur pourrait savoir comment purifier la magie noire. Son doigt suit le bord du livre alors qu'il l'examine attentivement. Les pages se tournent d'elles-mêmes, révélant des écritures denses et inconnues. Kyo remarque une signature dédiée au grand mage noir portant le nom de Talcom. Le nom résonne dans son esprit alors qu'il essaie de se rappeler où il l'a déjà entendu. Il se souvient soudain d'avoir rencontré Talcom il y a longtemps, l'identifiant comme un gobelin. Il réagit et appelle Grunt instantanément, lui demandant si le nom Talcom lui dit quelque chose aussi. Grunt demande si le mage fait référence au mage Talcom. Grunt explique que Talcom est l'un des gobelins les plus puissants en vie. Kyo exprime son enthousiasme et lui demande de le conduire au gobelin. Grunt hésite, admettant que son clan ne s'entend pas avec la tribu Drogle. Kyo rassure Grunt, posant une main apaisante sur son épaule. Il promet que tant qu'ils resteront ensemble, Grunt ne sera pas en danger. Ils arrivent sur les terres du sud de la tribu Drogle, entourés d'un ciel cramoisi de mauvais augure. Un gobelin sonne dans une corne, annonçant leur arrivée. Le groupe avance alors que leur présence est bruyamment proclamée à la tribu. Kyo reconnaît l'endroit, se souvenant y être venu de nombreuses fois auparavant. Il reste calme, s'assurant qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Le mage Talcom apparaît, assis sur son trône, dégageant une grande autorité. Il reconnaît l'arrivée du grand mage noir. Talcom lui souhaite la bienvenue, déclarant que c'est toujours un plaisir de le voir. Talcom observe les nouveaux serviteurs qui accompagnent le mage noir. Il fait remarquer que l'un d'eux est un mage blanc. Talcom commente le demi-gobelin, notant que de telles créatures sont faites pour les tâches subalternes. Il demande ce qui amène le mage noir ici si soudainement. Kyo déclare qu'il recherche le savoir de Talcom et veut purifier l'élément de la magie noire. Talcom trouve la requête intrigante mais se demande pourquoi le mage désirerait une telle chose. Kyo songe qu'expliquer tout cela serait une longue histoire. Il déclare que pour atteindre son objectif, la magie blanche doit être utilisée. Talcom explique que la magie noire et la magie blanche ne peuvent coexister dans le même corps. Malgré cela, Talcom propose de préparer un élixir de purification. Il prévient que la préparation de l'élixir nécessitera un ingrédient extrêmement rare. Talcom révèle que l'ingrédient nécessaire est le corps d'un mage blanc. Talcom fait calmement signe de commencer la préparation de la potion. Il se demande si le corps d'un mage blanc seul sera vraiment suffisant. Tyria se raidit alors qu'une main gantée se lève pour la protéger. Kyo intervient, déclarant qu'elle est sa conseillère et sous son autorité, exilée de l'ordre immaculé.
Il promet de livrer bientôt les ingrédients requis et Den assumer personnellement la responsabilité. Talcom sourit, intrigué, et exprime son impatience. Des bruits de pas résonnent alors que le groupe se met en marche. Kyo ordonne à Grun d'organiser immédiatement un conseil militaire. Il déclare que la chasse a commencé. Sa forteresse se dresse sous le ciel nocturne alors que les préparatifs se déroulent. Derrière les fenêtres, Kyo réfléchit en silence. Il reconnaît que pour hâter la purification, il n'y a pas d'autre solution. Acceptant le poids de sa décision, il se résout à faire quelque chose d'impardonnable. Kyo se détourne, sa résolution endurcit. La salle de conférence brille alors que les officiels se rassemblent. Kyo s'adresse au conseil militaire et commence la réunion formellement par un appel. Le ministre des Finances, Lindell, est présenté. Le ministre de la Torture, Snake, apparaît avec un sourire glacial. Le mage noir Dravan est nommé, sa présence lourde de menaces. Tyria, commandante de l'ordre anti-immaculé, écoute en silence. Grunt est annoncé comme conseiller spécial, rayonnant de fierté. Kyo s'arrête soudainement, regardant une chaise vide. Il est révélé que le prêtre général s'était stationné dans les montagnes de El Atlas. Il mène l'armée contre les féroces clans d'orques gris. Dans une montagne lointaine, le chaos éclate sur le champ de bataille. Un ordre retentit, massacrer l'ennemi sans pitié. Cette riposte sans hésitation en les tailladant brutalement. Un autre orque avance à travers le carnage, les yeux brillants, alors que Seth se tient calmement. Son regard froid se fixe, débordant d'une intention meurtrière. Un orque gris recule de terreur alors que Seth l'étrangle, maudissant les orques gris en exprimant son dégoût. Il jure de les exterminer jusqu'au dernier. Seth se tient au sommet des cadavres, absolu et impassible. Pendant ce temps, Gray tremble de peur en regardant la diffusion de Seth. De retour dans la salle du conseil, Kyo force un sourire pour reprendre le contrôle. Il énonce la véritable raison pour laquelle il a convoqué tout le monde. Un ordre du jour extrêmement important est révélé alors que la diffusion se poursuit sur le côté. Keog annonce un coup dévastateur contre l'ordre immaculé alors que Seth déclare vouloir dévorer le cœur de l'orque. S'ensuit la déclaration d'éliminer entièrement l'ordre immaculé. Kyo désigne le mage blanc comme cible principale. Soudain, la diffusion secoue la pièce par son intensité, au point que Kyo demande à Tyria d'arrêter la diffusion. Snake demande si une cible spécifique a été choisie. Il se prépare à bluffer, masquant ses véritables intentions. Il lève la main de façon spectaculaire, déclarant la fin du plus maléfique mage blanc de l'histoire. On dit que même les guerriers chevronnés tremblent à la simple mention de son nom. L'un d'elles est d'accord, reconnaissant l'ampleur de la menace. Parlant d'un homme qui commande les forces du mal elles-mêmes, Snake admet le mépriser depuis très longtemps. Keog réfléchit froidement à la torture, la pendaison et l'assassinat, notant que les péchés de la cible sont ignobles même selon les normes démoniaques. Grunt loue ce choix, déclarant que c'est le moment idéal pour enfin éliminer cet homme. Kyo confirme le nom de l'ennemi qu'il doit vaincre. Il se tait, la sueur perlant alors que le poids de la décision s'installe. Son expression se crispe, une hésitation faisant brièvement surface. Le groupe panique soudainement après que Kyo révèle qu'il parle de l'impitoyable Kano. Il identifie enfin l'homme, décidant que la punition est inévitable. Grunt demande comment il devrait gérer la milice qui le garde. Il suggère de déployer la garde royale de Kano, la force mercenaire la plus redoutée de Hell-West. Kyo ordonne alors à Grunt de commencer à préparer l'armée. La décision est finale. Ils partent en guerre. Après la réunion, Kyo marche seul dans le château, sa résolution se renforçant à chaque pas. Il se souvient s'être entraîné sans relâche pendant des semaines, se préparant à cette confrontation inévitable. Il note que Grunt s'est mobilisé sur ses territoires, rassemblant tous les démons qui n'étaient pas en expédition avec Seth, et les préparatifs sont presque terminés. Grunt annonce que l'armée est prête. Il s'adresse directement à l'armée de démons, exigeant leur loyauté. Les démons rugissent à l'unisson et se mettent en rang à son commandement. Les tambours de guerre résonnent alors que l'armée marche. D'innombrables démons déferlent sous des bannières flamboyantes. Une bannière portant l'image d'une femme attire l'attention, troublant Kyo. Grunt révèle qu'il a commandé aux meilleurs artistes du royaume de créer l'emblème de la mer. L'emblème est marqué au fer rouge sur la peau des guerriers pour alimenter leur haine et leur détermination. La marque brûle profondément, les marquant de façon permanente. Un démon hurle pour sa mère, submergé par le rituel. L'armée scande sauvagement alors que la bannière s'élève. Kyo force un sourire crispé, se demandant s'il n'est pas allé trop loin. L'armée avance vers les montagnes lointaines au coucher du soleil. Il marche vers les terres de l'ouest, en direction du royaume de Canel le sans-pitié. Une chauve-souris volante s'élève dans le ciel au-dessus de l'armée en marche. Elle s'échappe des tours du château à la tombée de la nuit, entrant par une fenêtre jusqu'à ce qu'une lumière bleue jaillisse de la pièce, se transformant en une silhouette sinistre. Canul se révèle et reconnaît que le mage noir a fait son choix. Avec un sourire cruel, il l'appelle par son nom, Kyo. L'armée démoniaque se rassemble dans le royaume impitoyable de Canal, le champ de bataille prend tranquillement forme. Un démon cornu inspecte les armes avec une familiarité calme, se préparant pour le siège à venir. À travers le camp, les démons se déplacent en formation disciplinée alors que les préparatifs s'accélèrent. Kyo se tient avec ses alliés, signalant que tout se déroule comme prévu.
Avec une confiance tranquille, Kyo reconnaît que son plan a enfin commencé. Avant d'affronter Kano directement, Kyo s'assure que sa chance a été entièrement préparée. Plusieurs semaines plus tôt, ces préparatifs avaient déjà été mis en route. Au plus profond de la forteresse de Snake, le donjon des 1000 tourments se profile dans l'obscurité. Les chaînes cliquettent alors que les prisonniers s'agitent. Sentant quelque chose d'anormal approcher, Kyo a infiltré le donjon en silence, observant la souffrance à l'intérieur. Calculant soigneusement, il a confirmé que ses suppositions sur le système étaient correctes. Il a décidé de libérer tous ceux qui y étaient emprisonnés sans hésitation. Les prisonniers ont réagi avec incrédulité lorsque le donjon scellé a commencé à s'ouvrir. Des cris ont éclaté alors qu'on les exhortait à fuir avant que Snake ne puisse réagir. Le chaos s'est répandu dans le donjon alors que les captifs se précipitaient vers la liberté. Le système a enregistré un flot de bonnes actions à mesure que les prisonniers étaient libérés. Les points de chance ont augmenté de manière exponentielle, confirmant que le pari de Kyo a porté ses fruits. Snake regardait, choqué, incapable de comprendre ce qui se passait alors qu'elle ordonnait à tout le monde de revenir. Snake réalisa trop tard que quelque chose avait terriblement mal tourné. 100 000 points de chance sont sécurisés, poussant Kyo au-delà des limites normales. Avec cet avantage, Canal n'a plus aucune chance. Alors que l'impatience de Tyria grandit, elle se demande combien de temps le siège va encore s'éterniser. Kyo rassure calmement Tyria. Confiant dans leur position, Grunt exhorte avec enthousiasme l'armée à avancer sans retenue. Kyo et Tyria échangent un bref regard complice, tandis que Gru fait son rapport, s'adressant à Kyo avec une excitation respectueuse. Il confirme que les préparatifs du tunnel sont entièrement terminés. Kyo fait l'éloge du travail, expliquant que le tunnel contourne les défenses de Canol. Le groupe se rassemble, prêt à avancer comme un seul homme. Soudain, un avertissement arrive de Snake. La milice a lancé une attaque. Leur force frappe la base avancée avec une vitesse brutale. Kyo réalise immédiatement que Canol a pris de l'avance. Il ordonne à Teria et Grunt de rester près de lui et de procéder avec prudence. Sans hésitation, Kyo ordonne à l'armée d'avancer à travers le tunnel. Il confie à Snake le commandement des forces principales et la mission de repousser la milice. Snake accepte avec confiance. Son intention meurtrière est palpable, car elle mourait d'envie de se défouler après avoir cru qu'un hérétique avait libéré tous ses prisonniers. Kyo descend dans le tunnel, montrant sa nervosité en sachant qu'il était cet hérétique. Dans le tunnel, Grunt leur dit de le suivre, mais Tyria répond avec colère que c'est un chemin tout droit. Devant se trouve le quartier résidentiel de Canal, épargné par le chaos. Un mouvement s'agite dans l'herbe, signalant des dangers cachés. Le groupe débouche enfin à la surface. Ils s'arrêtent brièvement pour évaluer leur environnement. Kyo identifie le quartier privé de Kano comme leur destination. Il pointe la structure imposante au centre de la zone et déclare qu'il est enfin temps de tout régler. Il procède en montant les escaliers silencieusement. Au cœur de la forteresse, Kyo avance avec ses compagnons à travers un hall lourdement gardé. Grunt surgit soudainement du côté, lançant une embuscade téméraire. L'intrusion attire l'attention alors que des silhouettes au fond du couloir réagissent instantanément. Kyo s'arrête, reconnaissant immédiatement leur cible. Canal se détourne calmement, s'attendant déjà à leur arrivée. Il lève un verre de vin, sa surface reflétant un œil qui observe. Canal sourit, savourant le moment alors qu'il reconnaît leur arrivée. Kyo l'affronte directement, déclarant la fin de son règne. Canal laisse tomber son verre en s'adressant à Kyo, sachant que ce jour finirait par arriver. Il se moque de l'idée d'être pris au dépourvu. Des entraves cramoisies jaillissent sans avertissement, lacérant l'espace autour d'eux. Une immense cage rouge se forme, enfermant Kyo et ses alliés à l'intérieur. Il ricane, se demandant si une construction aussi simple peut l'arrêter. La magie réagit violemment alors qu'il tente de se libérer. Il réalise que son mana ne répond plus. Tyria révèle que la cage est impossible à dissiper ou à maîtriser et explique qu'il s'agit d'une prison de saisie forcée qui neutralise toute magie de manière égale. Canal reconnaît les connaissances du mage noir avec un léger respect. Tyria reconnaît la prison comme une relique suprême des mages blancs. La vérité s'installe alors que Canal révèle l'origine de la relique, qu'il a volée à l'ordre immaculé après en avoir été chassée. Piégée et impuissante, Tyria réalise qu'il est complètement à leur merci. Alors que Kyo fait remarquer que le tuer devrait maintenant être facile, il invite à l'attaque sans crainte. Canal accepte avec plaisir, montrant son hostilité. Un sort dévastateur est déchaîné à bout portant alors qu'il déclare vouloir revoir Kyo en enfer. L'attaque s'abat comme un jugement destiné à tout anéantir. Le cri désespéré de Tyria retentit alors que l'explosion approche. Kyo active instantanément le karma ultime, poussant la chance au-delà de toutes les limites. La magie destructrice se retourne violemment contre lui et fracture la prison elle-même. Canal recule, incrédule, alors que le résultat s'inverse. La poussière et les ombres engloutissent la chambre alors que la structure s'effondre. Kyo se demande si c'est la fin des simagrées de Canal alors qu'il se tient indemne au milieu des décombres, tandis que son ennemi serre les dents de frustration. Même Canal ne peut comprendre la magie qui est intervenue. Il contre-attaque en puisant dans son pouvoir, révélant une magie multidimensionnelle, intensifiant davantage la bataille. Le choc se propage chez Kyo, qui voit une vision de sa mère sur Terre.
Kunal sourit froidement en prononçant le nom de Kyo. Kunal s'adresse à lui calmement, le traitant déjà comme une proie. Il révèle qu'il observe Kyo depuis l'ombre depuis longtemps, sous la forme d'une chauve-souris. À travers un portail lumineux, Kyo observait sa mère sous la pluie et la neige. Kenel se souvient du moment où il a finalement réalisé la vérité sur son existence, déclarant sans détour que Kyo n'est pas originaire de cette planète. Il explique que Kyo a été envoyé ici par un guide d'au-delà de ce monde. Il déclare froidement que sa prochaine cible sera la mère de Kyo. Grunt panique alors que la vérité est révélée, criant sous le choc. Canal contrôle sans effort le portail doré, prouvant sa domination. Taria l'exhorte à ne pas paniquer pendant que l'ennemi continue d'expliquer. Il est révélé que seuls les mages blancs peuvent manier une magie multidimensionnelle assez puissante pour traverser les mondes. Connell se moque d'eux, confirmant que Kyo n'a pas le pouvoir de l'arrêter. Il révèle nonchalamment qu'il a également volé un puissant artefact. Tyria réalise que toute fuite est impossible alors que l'ennemi sourit avec certitude. Elle révèle que l'artefact appelé fiole de passage contient un échantillon de mages blancs. Il est expliqué que boire son contenu permet de voyager temporairement entre les mondes, bien que de telles reliques soient interdites. Kenel écrase une autre fiole, déclarant qu'une seule est restée intacte. Il boit l'échantillon sans hésitation, son corps réagissant violemment. Avec un éclat de lumière, il se prépare à quitter ce monde entièrement. Canal flotte vers le portail, s'adressant à Kyo une dernière fois. Il dit à Kyo de faire ses derniers adieux. Kyo se fiche de peur en promettant de le tuer à son retour. À travers le portail, Kyo voit sa mère marcher seule dans le monde réel. Canal passe à travers, s'approchant directement d'elle. Le sourire satisfait de Canal s'affiche tandis que Kyo hurle de désespoir et le supplie d'arrêter. Il crie le nom de sa mère, la panique l'envahissant complètement. Le système s'active, mais rien ne semble se passer au début. Kyo réalise que son karma ultime ne se déclenche toujours pas. Kyo supplie Teria de faire quelque chose alors que le temps presse. Elle s'excuse, impuissante, admettant que dans son état actuel, elle ne peut pas traverser les mondes. Il hurle son nom, implorant son aide. Sa voix se brise alors que le désespoir atteint son paroxysme. La cage se resserre, les piégeant dans un silence sans espoir. Soudain, quelque chose d'étrange commence à déformer la réalité. Tyria regarde autour d'elle, choquée, sentant un changement soudain. Les feuilles s'éparpillent alors que le décor change brusquement. Le jeune Kyo apparaît dans un parc paisible, passant en courant devant elle. Elle réalise avec incrédulité qu'elle n'est plus dans le monde magique et reconnaît Kyo. Teria crie son titre, choquée, alors que Kyo compte joyeusement l'argent qu'il a économisé pendant l'année. Il explique qu'il a passé l'hiver à tondre des pelouses pour économiser de l'argent. Kyo parle joyeusement de promener des chiens chaque jour. Il se souvient avoir lavé des voitures chaque fois que le propriétaire rentrait du travail. Il dit fièrement que tout cela a été fait pour son père. Kyo s'approche de son vélo, plein d'une énergie innocente. Il admet que son père n'accepte jamais l'argent, sachant qu'il est endetté. Kyo dit qu'il comprend à quel point cela rend son père malheureux. Il place ses économies dans un panier avec un doux sourire. Le système reconnaît l'acté, le qualifiant de bonne action spéciale alors que le karma commence à se calculer. Kyo retrouve son père dans la rue, surpris mais heureux de le voir. Le système commence silencieusement à recalculer le karma en arrière-plan, comme si un bug se produisait. Son père lui tapote doucement la tête, disant qu'il doit aller travailler. La balance du karma bascule soudainement violemment alors que le karma négatif déferle. Kyo demande si son père sera à la maison pour le dîner, souriant innocemment. Il fait un signe de la main enthousiaste alors que son père s'éloigne. Kyo crie qu'il aime son père de tout son cœur. Son père se retourne, souriant doucement en disant qu'il aime Kyo aussi. L'instant d'après, un violent accident se produit sur la scène. Teria regarde avec horreur Kyo appeler son père. Elle tremble, choquée par ce dont elle vient d'être témoin. La réalité bug autour d'elle alors que la scène change de force. Elle se retrouve à un enterrement, regardant la famille de Kyo se rassembler. L'atmosphère s'alourdit alors que le chagrin remplit l'air. Un cercueil portant une croix confirme la vérité qu'elle craignait. Le jeune Kyo s'effondre, submergé par la culpabilité. Les larmes coulent de ses yeux alors qu'il se blâme pour la mort de son père. Sa mère le serre contre elle, lui disant de ne pas dire de telles choses. Kyo admet qu'il connaissait déjà la vérité au fond de lui. Il court en avant, s'effondrant alors que son nom est crié. Kyo s'excuse à plusieurs reprises, convaincu que tout est de sa faute. Il croit que le malheur le suit toujours, quoi qu'il fasse. Teria tressaille en réalisant à quel point il est profondément brisé. Kyo avoue qu'il a toujours su qu'il était maudit. Teria implore de l'aide, la voix tremblante. Kyo pleure en disant qu'il ne veut pas que sa mère meure à cause de lui. Tyria le rassure doucement, lui disant de ne pas s'inquiéter. Elle promet qu'elle l'aidera quoi qu'il arrive, surprenant Kyo. Tyria sent une force inconnue s'éveiller en elle. Tyria admet qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, mais le sent clairement. Actuellement, Kyo est confus alors qu'il est témoin de quelque chose d'étrange qui se passe avec Tyria. Ses yeux brillent alors que la prise de conscience la frappe, sachant qu'elle peut le faire maintenant. Elle active la magie multidimensionnelle suprême et une immense porte de traversée des mondes commence à s'ouvrir. Teria l'exhorte à passer avant qu'elle ne s'effondre. Kyo crie que la magie noire bloque son chemin. Grunt réalise que le sort réagit spécifiquement à Kyo,
alors il se porte volontaire pour le faire à sa place. Pendant ce temps, Canal resserre sa prise sur sa lame, se préparant à frapper Mademoiselle Corota. Il s'approche d'elle avec une intention meurtrière jusqu'à ce que Grunt fonce en avant à toute vitesse. Canal est frappé et violemment projeté. Le pied de Grunt s'écrase sur le sol alors qu'il retrouve l'équilibre, jurant qu'il ne laissera personne lui faire du mal, ne laissant même pas un seul doigt toucher la mère de Kyo. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.